Bonjour à tous, merci d'être présents. On va vous parler aujourd'hui avec Floriane Mignon, Head of Product chez Suez Digital Solutions, de la transformation chez Suez et notamment de l'agilité et de l'intelligence artificielle pour réinventer le cœur métier. Donc, je me présente, André Kéros, je suis le responsable manufacturing France et je gère l'ensemble des engagements clients qu'on a en France sur le secteur industriel. Je vais donner quelques chiffres clés en termes, juste pour poser, puis on est dans un beau salon, donc je vais même poser des données terrain, je préfère le dire comme ça, pour introduire un petit peu le débat. 71%. 71%, c'est le nombre de CEO aujourd'hui qui ont demandé à leur CTO une roadmap et une stratégie claire sur l'IA. Et 2000 milliards de dollars. 2000 milliards de dollars, c'est l'investissement qui a été fait en 2025 par les entreprises sur des technologies autour de l'IA. Une fois qu'on a dit ça, il y a deux constats. Le premier, c'est que la course, elle est lancée. Il n'y a pas de débat. Et le deuxième, c'est qu'il y a encore un gap. Il y a encore un gap entre l'ambition et la réalité. Et ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a beaucoup de POC et il y a encore aujourd'hui des challenges pour passer en production. Les challenges, en fait, ils sont nombreux, ils sont de plein d'ordres. En tout cas, le problème, il ne vient pas des modèles de données, parce que les modèles de données, ils sont disponibles depuis longtemps. Le vrai challenge, c'est comment on fait atterrir l'IA dans l'entreprise. Et ça, un des premiers grands challenges, c'est les systèmes core. C'est les systèmes core de l'entreprise, qui sont des systèmes rigides, et comment on vient connecter les solutions, les LLM et les agents dans ces systèmes cœur. Le deuxième sujet, c'est la sémantique. C'est la sémantique métier. C'est la sémantique des organisations, du business, des process, les données, les modèles de données. Toute cette sémantique-là, les large language models, grand public, ils ne la connaissent pas de facto. Le troisième sujet, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, les analystes ont identifié que seulement 21% des agents en production sont réellement compliant avec les règles de gouvernance, de conformité, de sécurité. Ce point est ultra important pour une croissance pérenne et pour atteindre vraiment le ROI qui est escompté de l'IA. Et le dernier sujet, c'est le vendor lock-in. Aujourd'hui, le risque majeur autour des large language models, c'est de partir sur un seul LLM. Et vous savez qu'aujourd'hui, ça évolue tous les 6 mois. Donc, il faut pouvoir avoir une stratégie où on est flexible par rapport au LLM et être capable de s'appuyer sur un réseau assez large. Mais la mission, en fait, qu'on propose chez OutSystems, c'est de permettre à toute entreprise française d'être AI native tout en gardant sa souveraineté industrielle. Et une fois qu'on a dit ça, je vais passer mes slides. J'aurais dû les passer avant. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on fait, c'est qu'on vient découpler la logique métier des fournisseurs d'IA. Donc en fait, on vous permet de garder le contrôle sur vos données, votre gouvernance et vos processus, quels que soient vos modèles d'IA. Et chez OutSystems, en fait, on propose une plateforme, tout simplement, de développement d'applications et d'agents IA d'entreprise qui est ouverte, qui est gouvernée et qui vous permet de développer rapidement, sur mesure et en qualité vos solutions de demain. Donc, je vais laisser Floriane s'introduire. Merci Floriane d'être avec nous aujourd'hui. Tout le monde connaît Suez, donc il n'y a pas besoin de refaire un point là-dessus. Je pense que là-dessus, c'est clair pour tout le monde. Mais ce qui serait intéressant, Floriane, ce serait d'avoir ton retour sur quels sont les challenges aujourd'hui chez Suez et quelles sont tes missions au sein du groupe. Bonjour à tous. Alors, je veux bien qu'on passe la slide. Ouais, merci. Voilà.
2 mots quand même pour resituer Suez et le contexte. Donc Suez, multinationale française, 40 000 collaborateurs. Nous sommes présents sur 40 pays et nous avons plus de 10 000 usines, un petit peu partout. Nous sommes structurés en 2 branches, l'une dédiée au service de l'eau. Donc là, on va avoir les stations d'épuration, les réseaux de distribution, le dessalement. Voilà. Et nous avons une deuxième branche qui est dédiée donc aux déchets, avec une présence donc sur toute la chaîne de valeur. Donc ça passe de la collecte de vos déchets. Vous avez peut-être déjà vu nos camions tourner chez vous. En passant par le tri, le recyclage, la valorisation énergétique, etc. Au sein donc de Suez, nous avons une unité dédiée au digital qui s'appelle donc Digital Solutions. Nous sommes environ 600 experts en data et en IA, puisqu'en fait, le digital, c'est dans le cœur de notre ADN. Notre raison d'être est de développer des solutions digitales pour gagner en efficacité. Et donc, si je vous donne un petit peu nos têtes de gondole, nous sommes par exemple leader européen sur la télérelève, donc tout ce qui est compteur connecté. Également, nous avons des solutions dans la détection de fuites. Et côté déchets, nous avons plein de choses que je vais pouvoir vous présenter juste après. Au sein d'EDS, donc je suis Head of Product. Alors, s'il vous plaît, pas trop de questions techniques à la fin. Mon rôle au quotidien, eh bien, c'est d'imaginer les solutions de demain pour la partie déchets. Je suis là pour comprendre les processus métiers et les digitaliser, apporter des solutions digitales pour travailler mieux. Je manage également une équipe. J'en profite pour les saluer, il y en a quelques-uns là-bas. Une équipe donc principalement constituée de product owners, d'architectes et de développeurs à l'externe. Merci. Quels sont les impacts des solutions digitales aujourd'hui concrètement sur les opérations de terrain chez Suez ? Alors moi, j'ai rejoint Suez il y a 4 ans maintenant. Et j'ai été stupéfaite par le niveau de technicité qu'on pouvait déployer dans nos métiers. Quand on parle du déchet au grand public, on se dit, bon, on ramasse des poubelles. Non, clairement non. Donc là, je vous ai remis la chaîne de valeur côté déchets, allant de la collecte jusqu'au recyclage. Et comme vous pouvez le constater, on a positionné des exemples un peu de solutions qu'on propose. Par exemple, on a des trackers au niveau des bennes. On a des sondes de remplissage pour éviter en fait de déclencher des tournées trop fréquentes et inutiles. Et après, on a des solutions en pur web, donc sans IoT. Par exemple, des solutions de traçabilité, où là, l'enjeu, c'est de venir tracer des flux très variés de matières pouvant être recyclées, donc allant du câble de cuivre, en passant par vos bouteilles plastiques, en allant aux batteries de voitures électriques, et j'en passe. Et là, on a des impacts concrets, puisque sur certaines de nos filières qu'on a déployées, on arrive à faire gagner 40% d'efficacité au quotidien. On a également des solutions avec de la computer vision, où là, on va déployer des arches équipées de caméras et qui vont nous permettre d'analyser le flux vidéo du flux de déchets sur nos convoyeurs afin d'identifier finalement la qualité du déchet. Ça, c'est très important pour nous de connaître la qualité du déchet, en entrée comme en sortie, soit pour identifier des indésirables, soit pour être sûr qu'on apporte un flux de juste qualité aux filières ensuite aval de recyclage.
Donc voilà, là c'est vraiment des exemples très concrets. Et sur la computer vision, on atteint des performances à plus de 85%. Donc c'est assez efficace. Ok, donc dans votre contexte, on comprend que le digital a contribué à accélérer finalement l'excellence opérationnelle, à renforcer la durabilité, notamment dans le traitement des déchets. Dites-nous quelle a été la place finalement et l'impact de la plateforme OutSystem dans ce contexte-là. Alors là, sur la chaîne de valeur, on a à la fois des solutions, on va dire, traditionnelles en hardcode et des solutions qui sont basées donc sur la plateforme OutSystem. Je vais vous refaire un petit peu un historique pour que vous puissiez comprendre comment on a créé donc, ce partenariat avec OutSystem. Il faut remonter 2021-2022 où en fait le constat était qu'on avait des solutions très matures côté eau, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, des têtes de gondole avec les compteurs connectés, etc., etc. Et finalement, la partie déchets était un peu le parent pauvre. Néanmoins, on avait plein d'idées. Et tout l'enjeu, c'était de transformer ces idées en solutions, et en solutions gagnantes, bien sûr. Donc, on avait finalement un besoin de flexibilité. Je veux pouvoir faire du POC, je veux pouvoir tester, me tromper, tant pis, recommencer. Je veux gagner en adaptabilité, parce qu'il faut aussi comprendre que le contexte du déchet, il est très éclaté, très hétérogène. Comme je vous disais, on a du câble, on a du plastique, on a du carton, des process industriels donc démultipliés, des sites démultipliés avec des contraintes, j'ai envie de dire, assez hostiles. Voilà, c'est pas du retail. Quand vous venez sur un site d'incinération, c'est un environnement hostile. Il y a la poussière, on doit avoir un port de gants. Donc déjà, pour le mobile, c'est un peu embêtant. Il y a de la poussière, enfin, etc., etc. Et enfin, on avait aussi à l'époque une volonté plutôt de s'orienter vers un modèle nearshore sur nos profils de développeurs. Donc une fois qu'on a finalement en tête ce besoin d'adaptabilité, de flexibilité et de nearshore, on s'est dit très bien, on va tester, parce qu'on est un peu jusqu'au boutiste, on va tester deux modèles. Un modèle hardcode qu'on connaît très bien dans la maison et un autre modèle où on s'est dit on va se baser sur une plateforme d'accélération de développement. Pour sélectionner cette plateforme, on a fait un benchmark. Et le benchmark, au final, a rendu possible notre partenariat avec OutSystem. Quand je dis qu'on a testé, c'est qu'on a défini un projet, un POC, et on l'a développé sur du hardcode et sur la plateforme OutSystem en suivant des indicateurs. Ainsi, on pouvait faire un bilan et partir vers la bonne direction. Le bilan, il a été clair. On a été 3 fois plus rapide avec OutSystem. Donc, il n'y a pas eu de débat sur les temps de développement. Et là où, pour le coup, ça a vraiment fait basculer notre choix sur la plateforme, c'est qu'on avait en moyenne 10% d'anomalies en maintenance. Donc, c'est très, très peu versus à du hardcode où on peut avoir des anomalies qui vont jusqu'à 30-40% versus le build. Donc, le choix a été fait de partir sur une plateforme d'accélération du développement. Aujourd'hui, le constat est qu'on a, donc, on avait, je vais dire, les 2 applications qui tournaient sur OutSystem en 2024. Aujourd'hui, on en a 20. Donc, on en a fait x10. Je n'ai pas pour autant augmenté mon nombre de développeurs, puisqu'on a créé une factory au Portugal, ce qui prouve que le test avait raison. On a très peu de maintenance, ce qui fait qu'on peut faire du build avec nos équipes. Donc, bien sûr, ça nous fait baisser nos coûts en termes de TMA.
Et par ailleurs, on a réussi à industrialiser des cas d'usage avec de l'IA facilement, et ça je vous en reparlerai avec un exemple concret là-dessus. Merci Voilà beaucoup. ce que je pouvais dire. Au-delà de la vitesse, en mesure et en qualité que vous a apporté finalement, ces 3 KPI que vous a apporté OutSystems pour répondre à votre besoin, en quoi est-ce que vous diriez que OutSystems a été un facteur clé et unique de succès pour votre contexte métier? Alors là, je pense qu'il y a quand même eu un tournant il y a 1 an et demi, justement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et en fait, OutSystems, finalement, nous permet d'exploiter à plein potentiel l'IA. Ça ne remplace pas nos équipes data, ça ne remplace pas nos LLM, mais ça nous aide à créer de la valeur avec l'IA et avoir un impact concret. C'est vrai que souvent, quand je discute avec mes pairs, là, depuis 1 an et demi, on dit souvent l'IA, ouais, c'est beaucoup de promesses, mais finalement, peu de résultats chiffrés ou chiffrables. Là, nous, effectivement, on a réussi à intégrer l'IA sur des cas concrets. Tout à l'heure, je vous parlais de la computer vision. Voilà, donc ça a des impacts financiers, puisque comme maintenant on arrive à calibrer le flux, eh bien, on a moins de déclassement. C'est-à-dire que nos clients nous disent plus mais attends, tu nous as livré du flux, non, c'est pas assez bien trié, il faut le retrier. Maintenant, on a cette capacité de regarder la qualité du flux. On a aussi délivré des applications toutes simples, mais ultra efficaces avec de l'ossérisation. C'est vrai qu'à une époque, on essayait de mettre de l'ossérisation, mais il y avait quand même beaucoup de taux d'erreur. Sauf que là, nous, on avait un besoin d'ossérisation pour de la facturation client. Donc, il ne faut quand même pas qu'on se trompe. Et on attend 98% de fiabilité aujourd'hui avec de l'ossérisation avec de l'IA. Donc, je dirais que ça ne remplace pas ce qu'on peut faire par ailleurs sur les entraînements d'algo spécifiques, etc. Mais OutSystems est là pour nous aider à exploiter tout ce potentiel. Merci pour ce retour très, très clair et authentique. Alors justement, est-ce que vous auriez un cas d'usage, un exemple à nous partager? Alors, je voulais vous parler aujourd'hui d'un cas, parce que on parle beaucoup de data, j'ai plein de data, j'ai envie d'utiliser des LLM pour interroger ma data. Je pense que toutes nos entreprises ont ce sujet-là sur la table quelque part. On a fait le choix, nous, de se dire, très bien, j'ai un besoin. Je veux interroger des données internes et externes à propos de mes sites industriels. Je ne veux pas forcément brider l'utilisateur dans ses questions. Très bien, il y a le LLM. Comme ça, on n'est pas obligé de coder plein de filtres et plein de requêtes. Parfait. Néanmoins, je veux respecter un certain cadre. Notamment, je vous donne un exemple, je veux que lorsque l'utilisateur pose une question, on vérifie que la réponse est toujours dans le cadre réglementaire. Parce que ça, chez Suez, c'est une priorité absolue. On doit respecter la réglementation. Point barre. Pour faire ça, on a mis en place des agents. Pourquoi on a choisi des agents et pas de recoder finalement des règles métiers? Parce que les agents embarquent nativement déjà des choses, des configurations. Notamment, on peut se plugger au LLM, la gestion des endpoints, la gestion de l'authentification et des droits, etc. Tout ça, c'est embarqué. On n'a pas besoin de le recoder. Ce qui fait que nos développeurs, par contre, vont vraiment être focus sur
notre contexte précis et nos règles métiers précises. Et donc, on a développé plusieurs agents qui permettent finalement de contrôler la réponse. Par exemple, j'ai un utilisateur qui veut interroger les données et qui demande « Très bien, simule-moi la fermeture de tel site qui est situé à tel endroit, telle année, en 2028, et dis-moi quel va être l'impact sur les sites dans un rayon de 50 km. » Là, l'agent va prendre la question, il va faire ses vérifications. Il va enrichir la question, notamment en disant, alors très bien, le site ferme, ça veut dire qu'il va y avoir des tonnes de déchets qui vont être répartis ailleurs. Néanmoins, ces tonnes-là, c'est de l'ordure ménagère. Donc, ils ne peuvent pas aller sur telle catégorie de sites. Ils ne peuvent pas aller plus loin que 40 km et non pas 50. Ils ne peuvent pas aller sur tel site parce que ça ferait dépasser une capacité maximale réglementaire. Donc voilà, l'agent est là pour enrichir. Ensuite, l'agent va envoyer la requête au LLM, à notre LLM Suez. Le LLM va répondre. Et là, l'agent va retraduire la réponse visuellement sur le front. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt sur des cartes avec des possibilités d'export, etc., etc. Vous pensez qu'on a mis combien de temps pour faire ça ? Vous avez une idée ? J'ai entendu 6 mois. Eh ben, en 3 mois, on a déjà pu faire nos premières requêtes. Donc, mettre déjà l'outil dans la main des utilisateurs. Là, on est à 6 mois, justement, sur ce projet. Et donc là, on est dans une phase où on va venir vérifier que, effectivement, les agents font bien leur boulot, de rester dans le cadre. Et aussi de venir noter, finalement, les réponses du LLM pour savoir si c'est bien pertinent pour le métier. Là-dessus, on commence déjà à avoir un peu un retour d'expérience sur la mise en place des agents. Moi, les équipes techniques, ce qu'elles me disent, c'est que la mise en place est simple, ce qui fait qu'on peut aussi avoir des quick wins sur d'autres cas d'usage. Par exemple, demain, vous voulez un chatbot. En fait, maintenant, il n'y a plus de sujet technique, vraiment. Vous voulez, je ne sais pas, mettre en place des formulaires qui se remplissent automatiquement. Vous faites appel à des agents et ça, ils savent très bien faire. Les challenges, ça va plutôt être sur l'aspect garde-fou humain, c'est-à-dire, oui, les résultats sont bons, mais il ne faut pas tomber dans maintenant, on estime que c'est à 100% fiable et sûr. Voilà, je pense qu'il faut toujours garder quand même cet œil critique et donc un contrôle humain. Effectivement, il faut bien sûr respecter et faire attention à tout ce qui est cyber. Alors là, dans notre cas, il n'y avait pas vraiment de question parce que la plateforme, elle est dans notre bundle Suez où on respecte déjà la cyber. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Et peut-être également faire attention à la dimension coût. Là, effectivement, on fait appel au LLM Suez, donc à des jetons. Donc voilà. Et en plus, ça, c'est normalement un outil qui va être déployé normalement à grande échelle. Donc attention. Pareil, est-ce qu'on ne devrait pas développer un agent pour vérifier qu'on reste dans les clous financièrement ? Peut-être. Super, merci pour ce retour. Exemple très bien illustré. Écoutez, vous avez vu quand même comment, à partir du moment où on sécurise les bases qui sont, et le socle, en fait, qui sont les fondamentaux, donc la gouvernance, l'ouverture à des LLM externes, y compris les LLM privés, notamment celui de Suez ici en l'occurrence, et
Et avec des premiers cas d'usage, on arrive à finalement déployer des solutions avec des impacts business qui sont ultra concrets. Notamment ici, je retiens la prédictabilité sur des scénarios futurs. C'est quand même assez puissant, c'est très stratégique et les inputs doivent certainement aider et influencer la prise de décision à très haut niveau dans l'entreprise. Donc, merci beaucoup pour cet exemple. C'était très clair. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Oui. On vous apporte un micro. Attendez, il y a le micro qui arrive. Voilà, merci pour le cas d'exemple, donc notamment le Rex. En fait, j'avais une question. Est-ce que le LLM là, c'est une LLM maison? Et si c'est l'LLM maison, comment est-ce que vous orchestrez entre les trois agents là? Et comment vous vous rassurez à ce que les réponses qui sont par la suite envoyées par le LLM sont des bonnes? Voilà, un peu l'architecture, quoi, vu que je ne vois pas de règles ni de serveur MCP, donc je ne sais pas si votre partenaire, en l'occurrence, les intègre déjà dans la plateforme ou pas. Voilà. Je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu, désolée. Mais en tout cas, j'ai entendu, est-ce que c'est un LLM maison? Alors, pour le coup, chez Suez, nous, on a deux modèles. On a GPT et Mistral. Là, l'idée, c'était d'utiliser, quand je dis nos LLM, c'est ceux qui sont sécurisés pour le groupe Suez, où on peut effectivement entraîner aussi sur nos data ces LLM. André, tu veux peut-être parler du LLM natif, comment ça s'architecture? On a un LLM natif aussi qui s'appelle Mentor, qui permet en fait de tout simplement utiliser, poser des questions. On peut construire directement les modèles sur Mentor. Mais de manière générale, en fait, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, si vous utilisez, quelle que soit votre approche de développement, si vous faites si vous avez aucun outil, on propose notre outil, Mentor, nos briques de low-code aussi traditionnelles. Sinon, si vous utilisez des outils de vibe coding type Claude, Cursor ou Codex, ça permet d'aller rapidement. Les résultats souvent sont bons sur le papier, mais derrière, comment on fait pour extraire le code, pour aller le mettre sur un tenant, pour le connecter au système de l'entreprise, pour aller apporter de la gouvernance, de la conformité, de la sécurité, ça, on sait le gérer. On est ouvert aussi à ces systèmes-là. Et puis, enfin, tout ce qui va être LLM privé, donc des LLM maison, là en l'occurrence le LLM Suez, on sait aussi les intégrer. Les solutions de iCode aussi, par exemple Microsoft.NET, toute solution, en fait, nous, on ouvre. L'objectif, vraiment, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de shadow IT aujourd'hui dans les entreprises. Chaque département utilise ses propres outils. Et derrière, le risque, c'est qu'il n'y ait pas une seule règle d'uniformisation et de gouvernance pour ensuite déployer en production. Et ce shadow IT-là, il peut apporter des risques énormes, majeurs en entreprise, notamment au niveau des coûts, mais aussi de la sécurité. Et c'est là où la couche OutSystem en fait se pose comme un layer on top de toutes les approches aujourd'hui qui sont faites dans l'entreprise, de sorte à apporter une forme de symbiose et de consistance pour apporter de la conformité et surtout de la vitesse, de la rapidité, qualité sur mesure. Est-ce que ça répond à votre question ? Bonjour à tous. Donc oui, chez OutSystem, en fait, on a la capacité de se brancher sur n'importe quel MCP serveur. Si vous en avez déjà un, nous, on peut se brancher dessus. Et le cas échéant, si vous avez besoin de créer un serveur MCP, on peut aussi en exposer, en réaliser directement dans la solution. Donc là, chez Suez, la question de l'agent 1, 2, 3, il y avait la question de l'orchestration. La plateforme permet aussi d'orchestrer les agents. C'est-à-dire qu'on peut faire un agent qui est très robuste, qui fait tout, mais la complexité, c'est de ce fait, cet agent devient peut-être complexe à maintenir. La question de la tarification, à savoir le coût de cet agent-là. Quand on crée différents types d'agents, on a cette capacité d'une part d'isoler des agents par fonction.
et dire tel agent fait ci, tel agent fait ça. Donc on a des modèles comme ça qu'on peut exposer. Et après l'orchestration, on l'a fait au travers de notre outil, quoi. C'est justement l'apport de la solution, c'est qu'un agent c'est probabiliste, c'est un LLM, c'est voilà. Et en même temps on a la couche déterministe qui permet d'imposer un cadre. C'est ce que disait Florian justement. Ce cadre-là, il est très important parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des réponses pas très précises, quoi. Moi, je m'arrête ici sur la réponse. Il y avait une question aussi de ce côté-là. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, très claire. Sur ce cas d'usage en particulier, un des gros sujets qu'on voit généralement, c'est aussi la qualité de données en entrée, qui est quand même un sujet de fiabilisation hyper important pour faire passer à l'échelle et déployer ce genre de cas d'usage. Comment vous avez géré ce sujet chez Suez et comment vous allez le gérer dans le temps? C'est-à-dire en termes de gouvernance de données, est-ce que vous avez mis en place des mécanismes, des process qui vous permettront de vous assurer que la donnée sera toujours de bonne qualité? Parce qu'un agent qui va chercher de la donnée sur des datasets de qualité très variable n'aura pas forcément de valeur à la fin. Donc qu'est-ce que vous avez mis en place là-dessus? Alors en fait, chez Suez, ça fait déjà nombreuses années qu'on travaille sur justement la gouvernance de la donnée. Comme je le disais tout à l'heure, en plus, côté déchets, nous, on est une entreprise qui s'est construite sur le rachat d'autres entreprises qui avaient donc leurs données, etc., leurs modèles. Machin. Donc, il y a eu tout un sujet de fond qui nous permet aujourd'hui justement d'être à niveau, comme vous le dites, au niveau de la qualité, et de pouvoir l'exploiter. Par ailleurs, on déploie après des couches métiers type ERP, et ça permet de normaliser un peu les choses. Mais oui, je suis d'accord, il y a en amont effectivement la nécessité d'avoir une donnée la plus propre possible. Et voilà. Merci beaucoup Merci pour votre à tous. écoute.